Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va résumer les idées des chapitres 14 et 15 autour de l'énergie électrique, de l'énergie chimique et de la conversion d'énergie, en particulier comment convertir de l'énergie chimique en énergie électrique, et c'est ce qu'on verra en étudiant les piles. Allez, c'est parti. Alors, d'abord deux notions très importantes à définir, puissance et énergie. On a déjà parlé de l'énergie, mais la puissance, on ne l'a pas encore vue. Alors, pour bien ancrer les idées, je vous propose deux images. D'abord celle du TNT, qui va être notre symbole de la puissance, et celle du pétrole, qui va être notre symbole de l'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pétrole contient beaucoup plus d'énergie que le TNT. Mais le TNT est capable de libérer son énergie beaucoup plus rapidement que le pétrole, et c'est en ça qu'il est puissant. La puissance, c'est le débit de l'énergie, c'est la vitesse à laquelle l'énergie s'échange d'un système vers un autre, d'une TNT vers l'extérieur, du pétrole vers l'extérieur. Le pétrole contient beaucoup d'énergie, mais il la libère pas très rapidement. Le TNT, lui, c'est l'inverse. Alors mathématiquement, comment ça se traduit? Par cette relation-là qu'il faudra bien connaître. La puissance, c'est l'énergie sur la durée. L'énergie transférée sur la durée du transfert. Si l'énergie est en joules, qui est l'unité du système international, et la durée en secondes, qui est aussi l'unité du temps dans le système international, vous avez une puissance qui est en joules par seconde, et le joule par seconde, on appelle ça le watt, le symbole W. Un watt, c'est un joule par seconde. Continuons sur ces notions de puissance et d'énergie. La relation P est égale à E sur durée, on peut la noter, E est égal à P fois la durée. Ça va être pratique, ça va nous permettre d'introduire une nouvelle unité pour l'énergie. Si on prend P en watts et delta T en heures, on multiplie des watts par des heures. Donc ça fait du wattheure. Et là, vous entendez quelque chose que vous connaissez déjà, wattheure, kilowattheure, c'est l'unité d'énergie utilisée par les fournisseurs, par exemple d'électricité comme EDF. Et cette unité, elle est bien pratique parce qu'elle permet au consommateur de se repérer dans sa consommation d'énergie, à la différence du joule, le joule qui va être plutôt utilisé par les scientifiques. Alors déjà, regardons 1 kWh. 1 kWh, c'est 1000 Wh, donc c'est 1000 watts pendant une heure, c'est-à-dire 1000 watts pendant 3600 secondes. Donc ça fait 3,6 millions de watts pendant une seconde, c'est-à-dire 3,6 millions de joules. Voilà la conversion kWh-joule. Alors pourquoi c'est pratique? Parce que les appareils électriques sont toujours vendus avec leur puissance. On connaît la puissance quand on achète l'appareil électrique. Et donc, par exemple, un aspirateur de 2000 watts, si vous l'utilisez pendant une durée de une demi-heure, donc 0,5 heures, ça va faire 2000 fois 0,5 heures, ça fait 1000 watts-heure, c'est-à-dire 1 kWh. Donc vous savez que votre aspirateur, en une demi-heure, il vous aura coûté 1 kWh d'énergie électrique. On peut enchaîner en allant un petit peu plus loin cette notion de puissance et d'énergie électrique. La puissance électrique, elle se calcule en faisant la tension aux bornes de l'appareil électrique fois l'intensité qui traverse l'appareil électrique. Et donc l'énergie électrique fournie par l'appareil, si c'est un générateur, ou utilisée par l'appareil, si c'est un récepteur, ça sera la puissance électrique fois la durée, donc c'est-à-dire U fois I fois la durée d'utilisation. Petite remarque sur les appareils électriques dont la vocation est à chauffer. Mais je dirais même, d'ailleurs, n'importe quel appareil électrique, parce que n'importe quel composant électrique possède une résistance, c'est-à-dire une capacité à s'opposer au passage du courant. Et cette capacité à s'opposer au passage du courant va entraîner une surchauffe du composant électrique. Alors parfois, c'est ce qu'on cherche à obtenir quand on a des résistances comme ça de plaques de cuisson ou des résistances dans une bouilloire électrique ou dans un radiateur, c'est l'effet que l'on cherche. Et parfois, cet effet-là, en fait, on ne veut pas l'avoir, mais il est là et on est obligé de faire avec. En tout cas, c'est important de le quantifier. Et c'est facile à quantifier parce que vous savez qu'au bord d'une résistance, la tension et l'intensité sont liées par la loi d'Ohm que vous avez vu au collège, qui nous dit que la tension, c'est la résistance fois l'intensité. Donc du coup, la puissance électrique dissipée par cette résistance et donc qui se transforme en chaleur, on va l'obtenir en faisant U fois I, où U c'est R fois I, donc ça fait R fois I, ça fait RI au carré. C'est ce qu'on appelle la puissance libérée par effet Joule. L'effet Joule, c'est le fait de s'échauffer. Voilà. Donc ça, c'est important à quantifier parce que encore une fois, cet effet Joule, parfois on cherche à obtenir, parfois on cherche à l'éviter, et donc selon les cas, on essaiera d'avoir une grande résistance ou une faible résistance. Parlons un petit peu de l'énergie chimique. Alors l'énergie chimique,
classiquement, la façon la plus simple de le libérer, c'est par une réaction de combustion. C'est ce qu'on fait quand on brûle du bois dans une cheminée, dans un barbecue. C'est ce qu'on fait quand on brûle du gaz, quand on brûle du pétrole. C'est une réaction qui est simple à mettre en œuvre parce qu'elle demande deux réactifs, le réactif organique, le gaz, le pétrole, le bois, et puis du oxygène. Voilà par exemple la réaction de combustion de l'octane, qui est le composant principal de l'essence ordinaire. Donc avec du dioxygène, on obtient deux produits, du CO2 et de l'eau. Alors d'où vient cette énergie électrique? On voit, hein, c'est que ici on a certaines liaisons entre atomes, et ici ces liaisons-là, donc pendant la réaction, sont rompues, il y en a de nouvelles qui sont formées. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a plus d'énergie dans les réactifs que dans les produits, et quand on fait la réaction, le delta d'énergie, la différence d'énergie entre réactifs et produits, on la récupère sous forme de chaleur. Alors c'est pratique à mettre en œuvre, c'est facile à mettre en œuvre, ça libère de l'énergie, mais par contre le gros souci de ces réactions de combustion, c'est qu'elles libèrent du CO2, et comme tout le monde le sait, c'est un gaz qui augmente l'effet de serre et donc le réchauffement climatique. Donc, ce qu'on va chercher à parler maintenant, enfin, on va parler de conversion d'énergie. Ce qu'on va chercher à faire, donc, c'est convertir une forme d'énergie en une autre. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec la combustion. On convertit l'énergie qui est contenue dans le bois en énergie thermique. Donc, il y a tout un tas de machines qui permettent comme ça de convertir une forme d'énergie en une autre. Je vous rappelle qu'on ne peut pas produire ni détruire de l'énergie, mais par contre on peut la transformer d'une forme en une autre, et c'est ce que font tout un tas de machines. Par exemple, le moteur d'une voiture, lui, vient prendre l'énergie chimique qui est contenue dans l'essence pour la transformer en énergie de mouvement, c'est-à-dire l'énergie mécanique. Mais au passage, comme chaque machine, toute l'énergie chimique ne va pas être transformée en énergie mécanique, il y a toujours des pertes sous forme d'énergie thermique. Par exemple, quand vous prenez votre énergie chimique contenue dans le pétrole, il y a une partie de cette énergie chimique qui va servir à faire chauffer les pièces du moteur, et cette énergie thermique là qui chauffe les pièces du moteur, va pas servir à faire tourner le moteur. Un autre exemple, une centrale à charbon, donc une centrale électrique qui produit de l'énergie électrique en brûlant du charbon, donc elle convertit de l'énergie chimique en énergie électrique, et au passage, il y a des pertes sous forme d'énergie thermique, parce qu'il y a une partie de la chaleur libérée par le charbon qui va chauffer les bâtiments de la centrale, et donc qui ne va pas servir à faire de l'énergie électrique. Nous voyons maintenant une façon de convertir de l'énergie chimique en énergie électrique sans passer par une combustion, et donc sans libérer de CO2, c'est le cas des piles, ou des batteries d'ailleurs. Alors pour comprendre ce qui se passe dans une pile ou dans une batterie, regardons un petit peu une réaction chimique entre des ions cuivre, Cu+, et une lame de zinc. Alors j'avance un peu la vidéo. Nous avons donc ici une lame de zinc de couleur argentée, avec ici une solution d'ion cuivre avec la couleur bleue classique, des ions Cu+, et donc on va plonger la lame dans le cuivre, dans la solution de cuivre, et on remarque qu'au cours du temps, la lame, qui a au départ une couleur argentée, qu'on voit bien ici en haut encore, sur la partie qui n'a pas été immergée, se recouvre d'une couleur cuivrée. Voilà. Et on va voir que la solution, elle, donc voilà, on voit bien la couleur cuivrée, la différence, voilà. La solution, elle, au bout d'un certain temps, on va pouvoir voir qu'elle se décolore. Voilà, à la fin, elle est quasiment incolore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voici comment on peut interpréter les choses. Globalement, on comprend bien que les ions Cu2+, qui étaient dans le bécher, ont disparu, si la couleur bleue a disparu, et que le zinc, ici, quelque part, s'est recouvert de cuivre. Alors ça s'interprète en fait par un échange d'électrons entre le zinc et les ions cuivre. Le zinc, en fait, spontanément au contact des ions cuivre, va libérer des électrons et se transformer en ions Zn2+, et ces électrons-là vont être captés par les ions cuivre, Cu2+, pour se transformer en cuivre qui va se déposer donc sur la lame de zinc. Donc cette opération qui consiste à s'échanger les électrons, c'est ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction. C'est une réaction entre un oxydant et un réducteur. On verra ça en TP, mais un oxydant, c'est une espèce qui est capable de capter des électrons. Par exemple, les ions Cu2+, ils ont été capables de capter des électrons, donc c'est un oxydant. Et un réducteur, c'est une espèce qui est capable de libérer des électrons. Donc le zinc, ici, lui, il a libéré des électrons, donc en ça, on appelle ça un réducteur.
Et donc quand on met comme ça certaines espèces chimiques en contact, il y en a une qui spontanément va libérer ses électrons et les donner à l'autre. Alors, ben, les personnes, certaines, les chimistes ont eu l'idée de, finalement, de prendre une espèce qui est réductrice, comme le zinc, et une espèce qui est un oxydant, comme le cuivre, et au lieu de les mettre directement en contact, de les séparer. Et regardons ce que ça fait. Voilà. Alors, on va lancer la vidéo. Alors, quand on les sépare, donc vous voyez ici, on a pris la lame de zinc, et on l'a séparé des ions Cu2+. On les a séparés physiquement. Donc, ils ont envie de s'échanger des électrons, mais au lieu de les mettre directement en contact, on les sépare en les reliant ici par un circuit électrique. C'est-à-dire ici on a un fil de cuivre, hein, qui au passage on peut passer dans une ampoule électrique, et donc ce fil de cuivre là trempe dans la solution de d'ion Cu2+. Et donc, comme ils sont en contact mais indirect, l'échange va pouvoir se faire, hein, le zinc va pouvoir donner ses électrons au cuivre via le fil de cuivre ici, et donc on obtient un courant d'électrons. Voilà, on voit les électrons là qui partent du zinc et qui viennent jusqu'aux ions Ci2+. Les ions Ci2+, ici qui viennent capter ces électrons pour se transformer en atomes de cuivre là, qui se déposent sur la lame de cuivre. Et au contraire, ici, ben, le zinc, à chaque fois qu'il donne des électrons, ben, il se transforme en ions Zn de plus qui viennent dans la solution. Et donc, on voit la lame de zinc qui est de plus en plus rongée. Voilà. Et il y a aussi ici une partie de la pile qu'on appelle le pont salin. Ce pont salin permet de boucler le circuit pour que, voilà, tout simplement, qu'il soit bouclé, qu'il y ait une circulation de charge partout dans le système. Et si on enlève ce pont salin, ben, les deux parties sont pas connectées, donc le courant ne peut pas circuler. Donc si le courant ne peut pas circuler, on ne peut pas faire briller la lampe. Et on voit bien ici en dessous les équations qui symbolisent les réactions qui se passent dans chacun des béchers, les ions cuivre qui prennent des électrons pour se transformer en cuivre, et ici le zinc qui libère des électrons pour se transformer en ion zinc. Voilà, bah écoutez, on verra le reste de ce sujet autour des piles un petit peu plus en détail lors du prochain TP.